Alors, c'est la première ronde. Vas-tu envoyer Todd Ewan sur Jeremy Roenick? M'as-tu passé pendant un beau innocent, moi, dans la Ligue nationale? M'a passé pour tout un beau innocent. Bonsoir à vous, chers fans groupies amutés que vous êtes. Bienvenue à ce 24e épisode d'un podcast nommé Les Chevaliers de la Première Ronde. On m'appelle Charlie Gonzo-Faneuf, puissance Ryan Reeves. Anciennement sur, sur la O'Keefe tablette, mais depuis quelque temps, on se la coule douce, sur de la bonne bière fraîche de chez Baldwin. La bière Baldwin, effectivement. Mon entreclouche se porte à ravir. Je suis évidemment accompagné de mes deux chevaliers d'assaut en studio dans le boudoir. Comment ça va, les boys? Ça va extrêmement mal, Charlie. T'es rarement de commerce agréable. Je viens de me rendre compte là, que j'ai fait garder mes enfants beaucoup trop d'années par un certain Michael Jackson, moi là. Oh, ça c'est. On n'est pas certain si on avait le droit. On va demander à l'avocat, mais depuis un bout, je trouve que t'es quand même mieux. Je pense que c'est depuis que t'as commencé ton traitement de microdosage à l'héroïne, je pense. Oui, c'est l'héroïne et le LSD mélangés. Puis en même temps, ça coïncide avec le retour de Passepartout. En fait, c'est mon inspiration première. Oui. Et Charles? Oui, mais toi, comment tu vas? Moi, je suis content que tu le demandes. J'ai le feu d'un botte parce que, là, c'est ça, on est commandité par Baldwin, comme je le disais. Puis ça me fait penser, d'après moi, il faudrait envoyer de la Baldwin à Vladimir Guerrero Jr. Parce que là, il est encore blessé, on le sait. On le coucher, toi? Oui, il fait de l'embonpoint. Blessure de l'oblique testiculaire, une affaire de même. Puis là, les experts se demandent s'ils devraient couper dans le gras trans, le gluten, puis la poutine aux 8 viandes. T'es en train de me dire qu'il reste quoi après, là? Il reste pas grand-chose. La crème à la glace? La crème en glace, faudrait le demander. T'es en train de me dire que l'entreclouche un petit peu trop enflé, oui, le pauvre Vlad? Je pense que oui. Bon. Puis, moi, j'ai un conseil pour Vladimir. Je sais qu'il va nous écouter un peu plus tard. Dans ton craft dinner au saucisse hot dog, remplace le lait par de la Baldwin. Ah, ben voilà, c'est des céréales tout autant. Oui, ça va être plus nutritif. Puis en plus, tu vas bander comme un dinosaure. Et comme Arnold, mais avant son prime. Parce que dans son prime, il y avait les stéroïdes qui embarquaient, fait que ça, c'était moins bon. Donc, Olivier Olvida Lodegno, toujours là, fidèle au poste, avec sa voix aussi chaude qu'un animateur à TV pétante. Oui, la télé pétante. J'ai découvert ça aujourd'hui. C'est big en France. Ils ont 26 137 fans sur Facebook. C'est extraordinaire. Allez voir ça tout le monde. Ça passe sur Télé Nationale en France. Bim. Ben oui. Je te dirais qu'avec un peu de pastiche, t'aimerais ça, la pétanque. Moi, je verrais Oli faire ça, une version Québec, tu sais. Oui, t'as pogné le cochonnet. Le cochonnet, bravo. C'est ça. Donc, les commanditaires officiels, Baldwin, c'est ton moment. Faut que je lise ça. Attends un peu, je vais mettre à la lumière. Oui, tout à fait. Chez Baldwin, nous appliquons des pratiques de responsabilité sociale dans notre gestion. Artisanale et éco-responsable. Nos bières sont faites sans filtration à partir d'ingrédients biologiques et en privilégiant les producteurs locaux. Et voilà. Il en résulte un goût du terroir d'une grande portée. C'est excellent. Hey, arrêtez donc de niaiser, ils nous donnent de la bière, là. Oui, excuse. On va faire le monde avec plaisir. C'est ça exactement. Merci, Baldwin. Les gens changeons le monde, une caisse de 24 à la fois ou une gorgée. 2 minutes, leur dire merci. Là. Oui, ça fait du bien. Et on a Charles Baldwin-Hamel, anciennement Bussière-Hamel, même bruiteur officiel et officiel du podcast, mais aussi capable de parler. C'est un must. As-tu amené mon bruit parce que j'essaie toujours de te surprendre, mon bruit de cette semaine, c'est Kavis Reed qui annonce aux médias que ça a été le plus grand gagnant de la journée des joueurs autonomes. Ben voilà. Hey, on dirait plus c'est King Kong Bundy en train de mourir, mais c'est pas grave. Ou en rut. C'est ça, là. Et nous avons Olivier Baldwin Baillargeon dans le studio. Bonsoir, comment ça va? Salut, moi je suis venu pour la bière gratuite, merci de l'invitation. On en a juste 2 par invité, hein? C'est correct. Pas trop serré dans la pochette protectrice du boudoir. Très bien installé, merci. Excellent. Et pas trop intimidé par le poster de Samantha Fox dans ton champ de vision. Je pense qu'il y a plus Arnold, lui. Toi? Juste te dire que Samantha Fox, c'est pas un scratch and sniff. Ah, OK. Mais si tu veux un scratch and sniff, t'as Bob Probert en arrière. Ouais, c'est un autre genre de scratch and sniff. Pas mal plus Bob Probert en termes d'odeur, là, vraiment. Et nous avons également l'honorable Vincent Filto en ligne, toujours là. Toujours là, salut les gars. Salut. Vincent. On va parler de football aujourd'hui, on va y revenir. On a aussi un public en studio, faites du bruit. Yeah! Yes! Ici, c'est incroyable. Ouais, puis on fait tirer des prix de présence dans l'assistance. Si jamais vous voulez venir voir ça en vrai, cette semaine, on a des billets pour aller voir Captain Marvel,
mais c'est celui au cinéma L'Amour. Ouais, c'est 2 ailes. Ouais, puis c'est pas vraiment des billets, c'est plus comme des napkins. La napkin écrit dessus, là. Oui, c'est ça. On a Martin qui est là, en compagnie de son acolyte Étienne, puis qui nous ont fait à croire que c'est pour un futur projet de média, mais on sait tous que c'est pour siphonner de la Baldwin. On sait bien. C'est ça. Tout le monde veut de la Baldwin, tout le monde. Et voilà. Et avant de commencer, on va jouer au tout sauf fameux jeu des questions insipides, mais ô combien importantes. Vous êtes prêts, tout le monde? Ok, oui. Yes, Sir Miller. Qu'est-ce qui vous a fait cracher votre gorgée de Baldwin dans l'actualité cette semaine? Parce que c'est pas n'importe quelle nouvelle qui pourrait faire en sorte qu'on gaspille une si bonne gorgée. On ferait jamais des affaires la même. Non. Moi, j'avais l'apparition des fils de Mesmer dans le monde showbiz. Oh oui! Oui, c'est un spectacle nommé Les Somnifrères. On s'en donne déjà. Les mots me manquent. Il y a même un internaute qui a lancé une rumeur. Il dit, on sait pas vraiment si c'est ses fils légitimes ou c'est juste parce qu'il a comme psycho-contrôlé de 2 gars depuis plusieurs années. Et voilà, Là, il ça reste à... fils. Ça a l'air qu'en première partie, c'est les enfants taniles. Là, ça reste à confirmer. Il y a aussi l'histoire selon laquelle Alex Rodriguez aurait trompé Jennifer Lopez avec la vieille pantoufle de José Canseco. Qui c'est qui voudrait de ça, la vieille pantoufle à José Canseco? Je sais pas, mais là, Canseco, il est en furie, puis il a demandé à Rodriguez s'il voulait l'affronter sur un ring de boxe d'arts martiaux mix pour protéger l'honneur de Madame Lopez. C'est ça qu'on appelle le Juice War. Mais ça, là, je sais pas, mais ça coïncide avec le retour de Ric Flair. Hein? Là, ça, là. On a aussi le retour des respectables, ou les respectables, là, ça dépend, là, mais c'est un nouvel album rock nommé The Power of Rock of Roll and je sais pas quoi. Non, pas du tout. Il y a des titres comme Mardi Gras, Nevada, Will in My Hand. C'est là que tu te dis où est Cannibal Corpse quand t'en as besoin, hein? Qu'est-ce que je t'annule, ouais. les Avec respectables, des- sérieusement, là? Ouais, ça sort revenu. Puis, c'est ça, des titres très intéressants, hein? Cannibal Corpse, là, ils ont du génie comme Priest of Sodom, Oui, bien sûr. Meat Hook Sodomy Celle-là, c'est la meilleure. ou Entrails Ripped from a Virgin's Cunt. Toujours, C'est un classique. Tu mets ça dans un magasin, là. Hein? Oui. La clientèle va être ravie. Alors, de ton côté, Olivier, qu'est-ce qui t'a choqué cette semaine? La fabuleuse tête brûlée à Adrian Broner, Oh, oui. qui a finalement été pas eu le choix, disons, de payer ces millions de dollars de bijoux qu'il avait à un Pristine Jewelers à New York. Alors, on le félicite pour avoir... et ça m'a choqué qu'il ait eu besoin de s'acheter des bijoux tant que ça, pourtant. Il y a des ceintures de... Ah non, c'est vrai, parce que... Non. T'es sur les sujets chauds cette semaine. Ah oui, hein? j'arrête pas, moi. Ah, t'as pas niaisé avec ça. non. Du côté de Charles, Moi, c'est le rappel de Charlie Lindgren, parce que je pense à Antiniemi. Tu sais, s'il faut qu'il prenne un 41 avant de jouer un match, imagine c'est s'il joue plus combien qu'il va en boire. ouais, ça va être grave, Ouais, on Tu veut pas fournis ça. dans l'âge en haut, ça? Je pense que oui. Ah, peut-être. Gin tonic, double. Et du côté d'Olivier Baillargeon, qu'est-ce que t'as choqué cette semaine? Moi, j'ai été avec quelque chose de sérieux. Puis là, je cherchais dans le court terme. Donc, je cherchais quelque chose qui est arrivé dans les derniers 24 heures. C'est sérieux, là. C'est pas une blague, là. Oh, Fait là, que, là, ouais. vas-y. On peut être Ça sérieux t'a des choqué? fois. Ouais, Ça m'a ouais, choqué pour vrai. Alors, le traitement qu'on a réservé au docteur Julien ce matin, je sais pas si Oui, vous avez vu oui, ça dans oui, la oui. presse, là, la fondation du docteur J'ai Julien. manqué ça. Une grosse histoire où on a fait porter un peu le blanc au docteur Julien puis à sa conjointe là. Puis ce que je trouve plate là-dedans, c'est que c'est des enfants qui vont payer pour une Exactement, chicane ouais, d'adultes. Fait que voilà, pleurez pas là. Non, mais c'est un tu moment vois, sérieux. c'est important que tu aies fait le tour avec ça, Assurément. parce que moi, je feuille juste le sac de chips dans le Journal de Montréal. Ah Ben, non, tu vois, je- ben, c'est bien que tu aies Ça prend apporté des ça. citoyens engagés comme Olivier Ben, pour voilà, et ça voilà, roule ça bien, monte ça. vite, ça en prend. là. Les Prochaine prochaines fois- comme nous autres, là. ça Prochaine va fois, pas je vous le promets, je vous réserve une blague là. Non, il y a juste des Ben, blagues. il nous reste 45 minutes pour dire des Bon, niaiseries. encore là. Alors, Le ratio est quand même bon. Ouais. là. Et du côté de Vincent, on a quoi? Moi, c'est les copies d'étudiants que j'ai copiées, que j'ai corrigées cette semaine. Ah oui, ça devait pas être de Ah ouais, toute beauté. C'était choquant. Ouais, dans laquelle, là, tu sais, c'est comme, on va se faire remplacer par des robots, puis c'est bien correct, tu sais, fait que... Est-ce que c'était des hiéroglyphes ou ça se rapprochait du français? Ah, c'est, Ouais, la syntaxe était hiéroglyphique, oui. Ah, ok, c'est bien. Bon, ben, on vient de se chauffer l'ambiance bien comme il faut. Puis là, je parle pas de la fausse qu'on avait joué un tour à Olivier en mettant des tranquillisants à vache dans sa Baldwin. Ça, c'était pas drôle. Mais ça. quelques problèmes de parole. Ben, moi, je l'avais trouvé bien bonne. Faut faire un changement. Léger trouble. Mais avant, évidemment, ce podcast est offert en format Néo Cheap et la devise qui est de mise avec le Néo Cheap est la suivante. Vous êtes prêts, tout le monde? J'en prendrais pour $1. Pas loin. Une seconde de délai. Alors, on a Vincent Filto versus Olivier Baillargeon. C'est comme un Belichick vs un Madden. Puis on va parler de football. Ça va brosser. Et en premier ordre, on a la saga Antonio Brown. Alors, Vincent Filto, Oh my vas-y. gosh, hein? Ouais, la saga d'Antonio Brown, ça tombe bien parce qu'elle vient de se terminer. Ben oui, effectivement. Je pense que vers minuit, c'est vendredi ou samedi, là,
je suis un peu confus, que les Steelers, dans le fond, ont échangé Antonio Brown aux Raiders de Oakland pour un choix de 3e ronde et 5e ronde au prochain repêchage. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça curieux parce que au mois de septembre, si vous vous rappelez, les Raiders ont échangé Khalil Mack aux Bears de Chicago sous prétexte qu'ils ne voulaient pas lui offrir le contrat monstre là, auquel s'attendait Mack, en tout cas le contrat qu'il voulait recevoir. Ouais. Finalement, les Bears, eux, l'ont octroyé. Puis finalement, on va aller chercher Antonio Brown, un receveur de 31 ans qui accumule les meilleures statistiques dans la NFL depuis 6 ans au moins. Donc, on peut parler d'un des meilleurs receveurs dans la Ligue, mais il a quand même 31 ans. Moi, je pense que les meilleures années d'Antonio Brown sont derrière lui. Puis, t'amènes aussi un head case, là, si on veut dire. Là, donc, c'est de la gestion de crise, souvent, là, je pense, à Oakland, que c'est aussi ça qui s'achète. Là, si Brown est complètement à découvert sur le terrain puis il ne reçoit pas le ballon de Derek Carr, je pense qu'il va commencer à pleurer aussi. Ce qu'il faisait à Pittsburgh, là, parce que Juju Smith-Schuster recevait le ballon un peu trop souvent à son goût. Donc, on a l'impression que les Raiders improvisent. Moi, j'ai l'impression là-dedans. Parce que c'est un peu contradictoire d'échanger le meilleur pass rusher de la Ligue qui a 28 ans pour aller chercher Antonio Brown. Je pense que avant de déménager à Vegas, on dirait que c'est un peu un move marketing qui est aussi derrière ça, j'ai l'impression, dans la saga des Raiders. Je ne sais pas ce qu'Olivier en pense. Ben, c'est ça, vas-y, Olivier, toi, de ton côté. L'endroit où je te rejoins, c'est exactement quand tu parles de marketing ou de coût de marketing. C'est certain qu'avant de quitter Oakland, les Raiders ont comme pas le choix un peu de satisfaire leurs fans, en quelque sorte. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, Vincent, aussi, les Raiders ont échangé Amari Cooper aux Cowboys de Dallas. Ils ont quand même eu un retour intéressant pour Amari Cooper. Ils ont pas payé très cher, à mon sens, pour Antonio Brown. Malheureusement, on dormait tous quand Antonio Brown a eu un bref passage à Buffalo en fin de semaine. On était tous... Exact, on dormait probablement tous, mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'Antonio Brown est en train de prouver justement que les joueurs ont plus de pouvoir qu'on le pense au sein d'une équipe? Je veux dire, il voulait quitter Pittsburgh, il a réussi à quitter Pittsburgh comme il le désirait. Oui, puis c'est pas le premier à y aller de cette stratégie-là. Non, mais de cette façon-là, je trouve ça a été assez. Puis tu sais, sur les réseaux sociaux après ça, tu sais, Antonio Brown était tellement content de quitter Pittsburgh. Il en a fait état plein de fois à quel point il voulait quitter. Puis sur quel autre point je voulais t'amener, Vincent? Tu as parlé de Derek Carr tantôt, tu sais, qu'Antonio Brown pourrait être impatient. Ben, je sais pas si tu te souviens, en 2016, les Raiders ont eu une fiche de 12 victoires contre 3 défaites. On pensait que les Raiders étaient partis pour la gloire. Une saison 2017 plus décevante. J'ai l'impression que ça pourrait fonctionner, moi, à Oakland. Et les rumeurs envoient peut-être Le'Veon Bell rejoindre son chum Antonio Brown. Donc, ça va fonctionner offensivement, mais défensivement, je regardais la depth chart des Raiders tantôt. Il n'y a pas de joueur élite là-dessus. C'est sûr que peut-être qu'avec leur choix de repêchage, ils vont pouvoir... peut-être solidifier ou aller chercher du 109 en défensive. Et ils ont actuellement 3 choix en première ronde au prochain repêchage. Un choix très tôt et 2 choix dans les 20e, 24 et 27, je pense. Mais ils ont 3 choix en première ronde si on bâtit par le repêchage. Actuellement, c'est un repêchage de joueurs de ligne, là, surtout. Mais il y a quelques beaux demi-défensifs aussi plus tard dans le repêchage. Mais je pense que ça va passer par le repêchage pour eux. Moi, je vais faire un petit commentaire. Un petit commentaire de partisan ici. Oui. J'avais entendu des rumeurs. Là, je reviens sur Le'Veon Bell, mais il y en a beaucoup qui l'envoyaient chez les Colts. Puis je pense que ce serait un très bon ajout pour les Colts. Surtout que Frank Gore a décidé, lui, d'aller se les geler à Buffalo aujourd'hui. Oui, tout à fait. OK. Et là, les Colts viennent de signer David Funchess pour 13 millions un an, Charles. Oh, j'avais pas vu ça passer. Oh, attention. Oui. C'est un peu cher là, pour un receveur numéro 2, là, selon moi. Mais ils ont quoi? 80, là, avec ça, ils ont peut-être encore 90 millions de livres sur la plan salariale. Donc, il y a encore beaucoup de manœuvres.
C'est beau, l'argent. Ben oui. On va revenir aux agents libres un peu plus tard, mais on voulait parler d'un certain peur et dégoût à Pittsburgh. Là. Qu'est-ce qui t'arrête de se passer, Vincent, du côté de Pittsburgh? Moi, j'ai l'impression que les Steelers de Pittsburgh sont un peu victimes en ce moment de leur culture qui est un peu player-friendly, si on veut dire, à Pittsburgh, parce que il faut rappeler que Antonio Brown et Le'Veon Bell ont eu beaucoup d'ennuis par le passé. On parle de Le'Veon Bell qui a eu sa suspension, on se rappelle, là, puis les Steelers l'avaient quand même appuyé monétairement, puis tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de la structure, au niveau de l'organisation, puis que ça a des impacts sur le terrain, parce que depuis au moins 2011, là, à chaque année, même si je suis un fan des Pats, un incorrigible, j'ai toujours tendance à favoriser les Steelers en raison de l'alignement qu'ils ont sur papier, qui est selon moi un des meilleurs dans la Ligue. Avec ce qu'ils ont comme effectif, les Steelers pourraient se rendre en finale de l'AFC chaque année. Mais malheureusement, c'est une équipe qui, je vais utiliser un anglicisme, qui underachieve, mais de manière monumentale depuis plusieurs années. Je pense que Mike Tomlin, c'est pas un coach qui arrive, disons, à induire une ligne de conduite précise, un système auquel adhèrent tous les joueurs. C'est ça que reprochait James Harrison, une fois qu'il a quitté les Steelers, depuis qu'il a pris sa retraite. On a tout de suite pu comparer le climat d'organisation du vestiaire, des rencontres d'équipe entre Tomlin et Belichick. Vu ce qui lui est apparu, c'est que Tomlin manquait cruellement de rigueur. Probablement que n'importe quel coach manquerait de rigueur si on le comparait à Bill Belichick. C'est un peu une comparaison injuste, mais pour ce qui est de Tomlin, moi, ça me semble évident quand on regarde les joueurs qu'il y a sur le terrain. Maintenant, les Steelers sont sur des parties de 2 têtes folles, mais de leurs 2 meilleurs joueurs en même temps. Je me demande comment ils vont s'ajuster. Mais ils ont, selon moi, le meilleur système de repêchage. OK, oui. Oui, c'est ça, justement. Ils développent bien, puis après ça, c'est là que ça devient difficile pour eux. C'est qu'il y a comme une espèce de... On dirait que cette organisation-là, ou ce vestiaire-là, donne certaines... pas une légitimité, mais... C'est-à-dire, il y a beaucoup de divas, malheureusement, qui proviennent de Pittsburgh. Donc. C'est ça. Du côté d'Olivier, j'ai vu Olivier Bergeron prendre des notes. On va regarder de son côté qu'est-ce qu'il en pense de ce peur et dégoût à Pittsburgh. L'endroit où je te rejoins, Vincent, c'est... Je l'avais pris en note avant. Là, Mike Tomlin, est-ce que c'est un bon meneur d'hommes? Est-ce que vous vous souvenez, les boys de la... les boys, je suis quand même rendu familier. On a partagé une bonne ensemble. Est-ce que vous vous souvenez du vidéo où Mike Tomlin fait une jambette à un joueur adverse? Oui. Je me souviens plus c'est contre qui. C'est pas contre les Panthers, ça? J'ai les Titans du Tennessee en tête. L'équipe en bleu. Oui, c'est ça. Bon. Mais bref, moi aussi, les qualités de meneur de Mike Tomlin, j'ai des gros doutes. Par contre, l'endroit où la place, je suis pas d'accord vraiment avec toi, Vincent, c'est le underachievement des Steelers. Les Steelers ont été 3 fois au Super Bowl dans le tournant des années 2000, en 2005, 2008 et 2010. Ça a été la première fois. Oui, mais si on parle de philosophie d'organisation puis tout ça, ils se sont retrouvés à être une équipe compétitive dans une division, tu l'as dit tantôt, et tu as dit être un fan des Patriots, dans une division qui a été entièrement dominée depuis les années 2000 par la même équipe. Donc, ils se sont retrouvés un peu coincés à ce niveau-là. T'as parlé des joueurs que les Steelers alignent. La preuve cette année a été faite. Le jeu au sol des Steelers avec Le'Veon Bell ou avec James Conner était pratiquement le même. Je veux dire, la différence n'était pas incroyable. Et quand tu parlais tantôt de système de jeu puis tout ça, d'adhérer à un système, je l'ai pas là sous les yeux, mais les Steelers ont changé plusieurs fois de coordonnateur offensif dans les dernières années. C'est vrai. Big Ben est resté, mais la philosophie a changé. Il y a des gars qui sont partis sous d'autres cieux durant le règne de Tomlin aussi. Moi, je pense que c'est un...
T'as dit underachievement, moi je vais dire bad luck. Ils sont dans un moment où les Patriots sont dominants et voilà tout. Ouais, on avait Charles, oui, qui avait on avait Charles qui avait un commentaire. Juste deux choses, Vincent. Tantôt, on parlait là, de Mike Tomlin qui a fait trébucher. C'était Jacoby Jones des Ravens. Il y a 3 ans, ça fait quand même un petit bout déjà. Moi, je fais souvent trébucher des gens là, sur le oui. C'est des personnes qui me ralentissent. L'autre chose aussi, là, vous parliez des coordonnateurs offensifs qui ont changé, mais il y a eu quand même pendant plusieurs années Todd Haley qui a été là, qui avait pas une très bonne relation avec M. Benoît Rotlis-Berger. Oui. Donc, ça aussi, je pense qu'il y avait beaucoup de tension. C'est quoi la question que j'ai, c'est quoi la responsabilité justement de Ben Roethlisberger là-dedans? T'sais, on parle d'un meneur d'homme, puis quand t'es quarterback, généralement, bon, c'est sûr que ça repose beaucoup sur tes épaules. Sachant qu'on allait probablement aborder le thème de Antonio Brown, par curiosité, je vais se poser la question en prenant quelques notes aujourd'hui, si Big Ben était un Hall of Famer. Ouais, c'est ça. La réponse, c'est oui. Là. Elle est évidente, oui, la réponse. Et donc, quelle est sa responsabilité? C'est une excellente question que voilà. Vas-y donc, Vincent, ouais. C'est quand même curieux qu'une organisation qui peut compter sur un effectif aussi talentueux ait à effectuer des changements aussi constants chez les coordonnateurs offensifs. C'est peut-être, je pense que Big Ben, on sait que par le passé, il y a eu de la discorde avec plusieurs coordonnateurs à l'attaque. Bon, ça a forcé des divorces. Donc, quand je me suis mal exprimé. Peut-être que c'est pas au niveau du système, mais c'est peut-être au niveau de la philosophie. Chez les Steelers, où on n'arrive pas, où on met trop de place à l'ego des joueurs, et où on met pas assez l'organisation de l'avant. On n'est pas capable de créer un renoncement de la part des joueurs pour se sacrifier à une cause plus grande. C'est peut-être ça le problème. OK, ouais, c'est ça. C'est peut-être ça que je veux dire. Tantôt, tu as parlé aussi de Juju Smith-Schuster. Et dans tout ça, quand je disais James Conner a bien remplacé Le'Veon Bell, le jeu au sol des Steelers n'en a pas été trop affecté. J'ai le goût de faire un statement puis de dire que Juju Smith-Schuster va être dans les 5 meilleurs receveurs de passe l'année prochaine avec Big Ben. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, c'était d'une évidence de changer Antonio Brown. Puis voilà. Lui donner le montant d'argent qu'il demande. Voilà. Exactement. OK, oui. Big Ben ne sera pas là encore. Moi, je pense qu'il ne sera pas là encore très, très longtemps. Il a montré des signes de vieillissement quand même. C'est un corps il se fait frapper beaucoup. Il passe 50 fois par match. Ça commence à être dur pour l'épaule. Ouais. Au moins, là, on a Mason Rudolph. Peut-être qu'il va être capable de prendre la relève. Mais je sais pas, moi, cette année, oui, je pense que Juju Smith-Schuster va devenir un excellent, moi aussi, receveur de passe numéro 1, ça fait pas de doute. Mais je pense que les Steelers vont avoir quand même un petit moment de transition au cours de la saison. Là. Ils vont quand même se départir de 2 joueurs qui étaient à part Ben Roethlisberger, les piliers de leur attaque. Là, ils sont dans une division qu'on prenait peut-être un peu à la légère. À un certain moment, les Bengals et les Browns étaient 2 victoires là, comme assurées. Mais assurément, ils vont se retrouver. Peut-être que les Bengals seront l'équipe la plus faible. Les Browns, je pense, vont gagner. Peut-être qu'ils ont des bonnes chances de gagner la division l'an prochain là, si Baker Mayfield prend le step de plus. Là. On va passer aux agents libres en folie parce que là, on est rendu là. Je sais que là, tu viens de mentionner qu'il y avait eu des signatures. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui. Sinon, parle-nous un peu de ce qu'il y a eu et ce qui s'en vient, selon toi, des prédictions et ce que tu prendrais. Puis Olivier Barrajon va faire la même chose également pour en savoir un peu plus là-dessus. Vas-y. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a eu Trey Flowers, l'ancien des Patriots, qui est rendu avec les Lions de Détroit. Il est allé rejoindre son ancien coordonnateur, Matt Patricia. Il y a aussi un ancien Patriote, Danny Amendola, qui avait été relâché par les Dolphins au cours de la fin de semaine, qui lui aussi s'est retrouvé à Détroit. Trent Brown, l'ancien des Patriots aussi, qui est devenu par le fait même le joueur de ligne le plus payé de l'histoire avec 16,5 millions par année, lui est allé retrouver les Raiders. Donc, ça a bougé beaucoup. Aujourd'hui, Nick Foles qui est rendu avec les Jaguars, on s'y attendait pas mal, là. Mais il y a quand même encore des agents libres très convoités qui restent sur le marché. Donc, Anthony Barr des Vikings,
qui, moi, je pense qu'ils pourraient se retrouver avec les Giants, peut-être, qui ont quand même de la place sur la masse salariale puis qui doivent impérativement améliorer leur défensive. Des gars comme CJ Mosley, il a 26 ans, qui a été un des meilleurs, en tout cas, dans le top 5 des linebackers de la NFL depuis son arrivée dans la Ligue, là. Lui pourrait peut-être se retrouver avec les Steelers. Là. C'est le genre de joueur, je pense, qui aurait peut-être tendance à aller s'essayer chez un ancien rivaux de division. Parce que les Steelers, avec la perte de Ryan Shazier, qui probablement reviendra jamais au jeu, là, ont un manque sévère là, au poste de linebacker. Et puis, moi, pour un des agents libres qui m'intéresse le plus, c'est Earl Thomas, le safety, l'ancien des Seahawks. On sait pas trop où il va aller. Lui, il y a beaucoup de rumeurs depuis 2 ans là, qu'il l'envoie à Dallas. C'est un gars du Texas, puis il avait laissé savoir qu'il aimerait aller passer du temps avec les Cowboys, l'équipe de son enfance, mais au cours des dernières semaines, là, il a dit qu'il accepterait pas une baisse de salaire pour aller jouer à Dallas, parce qu'on sait que les Cowboys, pour faire venir Earl Thomas, vont devoir faire des manœuvres là, au plan de leur masse salariale. Ouais. Donc, il y a peut-être un autre endroit moi, les 49ers, je pense qu'eux aussi ont de l'argent de libre sur la masse salariale. Là, peut-être que Earl Thomas pourrait se retrouver là. Oui, c'est vrai. Et du côté d'Olivier, on a quoi? Ben, c'est sûr que tous les noms là, que Vincent mentionne, je veux dire, je peux pas être d'accord. Non, c'est ça, exact. Ouais. Mais il y a une chose, par exemple, aujourd'hui qui a été observée. La hausse, les salaires offerts aujourd'hui ont été très élevés. La hausse des revenus puis la hausse du plafond fait en sorte que les salaires explosent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu 2 joueurs en particulier qui ont signé des très lucratifs contrats, puis peut-être qu'on les a un peu overpaid. Là. Il y a Brown dont t'as parlé tantôt avec les Raiders qui est plaqueur offensif et puis moi l'autre dont je vais vous parler c'est Quan Alexander. Les deux ont le même agent, qui est un agent très influent dans la NFL, qui est Drew Rosenhaus. Et Quan Alexander a signé avec les 49ers. Il a signé aujourd'hui pour 4 ans et 54 millions. Moi, c'est un joueur que je connais un peu puisqu'il jouait à Tampa Bay les dernières années. Quan Alexander, encore une fois, ne finira pas ce contrat-là. Je suis prêt à le garantir. Il va se blesser, il va se faire couper. Il ne vaut pas ce prix-là. Exact. C'est clair, malheureusement. Dans les gros noms que tu as parlé tantôt, ben, les Raiders se sont améliorés sur la ligne offensive. Tu l'as dit tantôt. Sinon, les autres gros noms qui restent, il y a Justin Houston qui a été coupé par les Chiefs. On parle aussi de Mitch Morse qui est l'ancien centre des Chiefs aussi, qui jouait sur une ligne offensive qui était dominante depuis quelques années. Un gros jeu au sol. Il y a Mitch Morse qui reste libre encore. Puis tous les autres noms que tu as mentionnés, là, oui, naturellement, il y a eu plusieurs grosses signatures aujourd'hui. Il y a Eric Weddle. Exact. Puis c'est le dernier dont je voulais parler, là, à la position de maraudeur. Eric Weddle a signé en fin de semaine avec les Rams de LA, mais Landon Collins était probablement un des demi-défensifs les plus attrayants, a signé un très lucratif contrat à Washington et présentement Washington sont pris à la gorge complètement. Je sais pas comment ils vont faire pour s'offrir autre chose. Simplement. À Washington, en fait, le problème c'est le contrat de Alex Smith présentement qui est toujours blessé, qui jouera pas l'année prochaine. Qu'on a fait l'acquisition de Case Keenum pour comme backup. Le backup, c'est ça. OK. Ce qui conclut ce segment NFL. Écoute, merci Vincent. Ben oui, merci Vincent d'avoir pris ton précieux temps entre deux corrections pour parler avec nous. C'était très instructif. Merci Vince. Merci Vincent. Salut les gars, on va refaire ça n'importe quand. Oh que oui, merci. Bye. Salut les gars. Bye. Et OK, là, on est rendu au moment où on va ouvrir une deuxième bière. Oui, parce que la première est finie. Ben oui, la première. Faut-tu que je relise toute la phrase au complet, Charlie? Ben oui, pendant qu'on l'ouvre. T'as bien beau, hein? J'ai jamais de trop. Faites attention quand on l'ouvre parce que cette bière-là. Je vais essayer d'être plus sensuel. Elle explose quand même. Il faut être synchro. Attention, ouais, tu vas être décalé, Olivier. Attention, t'es proche du Bataclan médiatique. OK, go. What? Tout est sous contrôle. Il n'y a pas eu de casse. Je vais juste dire. Juste un petit peu, moi, 2-3 gouttes. Vas-y donc, Olivier. Refaire le monde. Oui. Avec plaisir. Ah oui. Parce que c'est toujours plaisant. Une gorgée à la fois. Ben oui. C'est toujours plaisant refaire le monde. Ben oui, refaire le monde, hein? Bon,
On est rendu là. Alors, on sait que Charles, lui, verse sa bière dans un... Et on a le Bataclan médiatique, là, l'équipe technique qui est en train de s'affairer. L'équipe technique en certain arrachant, que... on leur donne beaucoup de misère. Que les GoPros sont bien installés. Oui. Alors, Charles, cette semaine, tu es allé couvrir les Tu brises la Canadiens. magie, Charlie. Ah oui, ben moi, je suis comme ça. Hein. Ouais. Je dévoile les trucs. Tout brise. Amène-moi pas dans une fête pour enfants. Hein. Ou dans un tournage porno. Ouais, c'est ça. Oui, on va arrêter ça là. Avant d'avoir les avocats au derrière. là. Il y a déjà plusieurs gags là, Ouais, ton c'est actif qu'il faut traiter. Oui. Alors, oui, les Canadiennes. Ben oui, en fait, c'était la série qui allait déterminer qui allait participer à la Coupe Clarkson. Les Canadiens affrontaient le Thunder de Markham. Est-ce que tu étais le seul média sur place? Il était 3, je pense. Non, ben, T'as dit cinq peut-être tantôt, ouais, c'est ça. Ben, je peux aller à tous les matchs, là, mais. On ne quand pas les j'étais autres, là, mais il était quand même là. Mais en fait, la On seule peut chose. nommer ceux qui n'étaient pas là. Ouais, TVA non, n'était c'est pas ça. là. Ah, tu peux RDS toutes les n'était pas là. nommer. Les hosties. Mais en fait, moi, Il y c'est avait un autre peu chose à ça, faire. Ben, c'est ça. Tu sais, dans les semaines qui ont précédé, par contre, il faut le donner ça, là, comme entre autres TVA, RDS, où on fait quand même des reportages spéciaux. RDS, ça fait. Je viens des bâcher, là. Non, mais sauf qu'ils sont pas là au match. Tu sais, Ah, j'ai c'est pas eu le ça. temps de finir ma phrase. Ouais. Mais bon, bref, l'important, c'est qu'il y en a qui sont là. Ben, il y avait une game du Canadien, il fallait qu'il soit le 14 à la passerelle de la Oui, RDS, c'est vrai. la game Puis, du Canadien. Ben, comme vendredi soir aussi, pendant que les Canadiens jouaient sur la glace communautaire à Laval, ben, le Rocket, lui, jouait dans l'autre amphithéâtre juste à côté. Puis il avait besoin d'être 14 là aussi. Oui, exactement. OK, ils jouaient pas un après l'autre. Non, Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. OK. Cette fois-ci, Ils jouaient les sur la Canadiens petite jouaient glace, sur la ok. petite glace, Ouais. jusqu'à à peu près 600-700 places. Ok. là. C'était plein. Ouais, au moins ça. Les, Au les moins, trois, ouais. les trois matchs sold out, pas de Cool. problème. Ça, Brassard c'est aussi, vraiment- hein. Ah, cool. Ouais. Quand même. Donc, c'est ça, comme je disais, Ça, c'était c'est tout les... de ta faute, hein. Tu le sais, Charles. Oui, c'est Ben, grâce à en tout toi. cas, hein. si j'y ai un petit peu contribué, T'as je vais généré. prendre, T'as généré. Eh oui. Bref, c'est ça. Il y avait deux séries, les Canadiens On va qui arrêter jouaient de contre couper, le Thunder de Markham. Ouais, puis je vais bosser le temps. Ah, mais là, on a fait ça comme il faut. T'as du temps en masse. Et dans l'Ouest, il y avait aussi Ouais. Toronto qui jouait contre Calgary. Mhm. Ça s'est décidé en 3 ici à Montréal et ça s'est joué sur les unités spéciales. Vendredi soir, les Canadiennes l'ont emporté 3-0 à Laval. Ça a été un match tout à l'avantage des Canadiennes. Ils ont imposé le rythme, contrôlé la rondelle. On a limité les chances de marquer. Mashmeyer, Ouais. petit blanchissage Bon. facile, 13 lancés. Même pas pris sa douche. Mais à peine. À peine, c'est plus par principe. Par je principe, pense. c'est ça, Ouais, pour être c'est avec les girls. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est ça. Ça a commencé un premier but au milieu de la première période en avantage Ouais. numérique. Mélodie Daou qui a ouvert la marque. Et puis en deuxième, la recrue Catherine Daou a doublé l'avance, encore une fois en avantage numérique. Avec C'est sa sœur? Non, aucun lien de parenté. Non, mais ils ont le même nom de famille. Non, Charles. ça aurait pu. vraiment, Ça aurait ça pu. aurait pu. Mais j'allais poser la question. Fait que je suis vraiment content que tu l'aies fait. Mais Ouais. oui, marque un but avec un lancer papillon. Vraiment, là, bon, qui c'est a ça, dévié c'est sur une les- joueuse de Markham et ça s'est retrouvé dans le filet. Les Canadiennes, 2 en 4 sur Lancer la... des jointures. Oui. J'ai vu ça. Est-ce que t'as vu... Excuse, je m'excuse Bon, encore. là, on est parti. Non, mais vas-y. Là. Sur NHL.com, ils ont une traduction française sur Twitter. OK. Puis il y a je me rappelle plus qui a marqué un but sur un butterfly shot Oui. qui a été traduit par un lancer... non, c'était pas un butterfly flush, c'était un knuckle shot Knuckle shot. qui a été traduit par un lancer des jointures. Les jointures. Ah, OK, ben c'est un peu comme le lancer coup de poing dans les Mighty Ducks Et voilà. 2. Et on a le lancé des jointures maintenant. Alors, oui. Exact. Donc, elle a marqué avec un lancer des jointures. Oui, exact. Lancer des Et poignets, lancer des jointures. C'est ça. Et puis voilà. bon, ben, ça s'est fini 3-0. Oui. Montréal a été 2 en 4 sur l'avantage numérique et a contré les 4 avantages numériques du Thunder. Donc, oui. Et voilà. Une balade Et dans le parc. Une balade dans le parc. Et samedi, Ça, par contre. c'était avant la game de samedi. Oui, samedi, ça a Voilà. été une autre histoire. C'est l'indiscipline qui a complètement Ouais. coulé les Canadiennes. Markham a ouvert la marque dès la 2e minute de jeu avec un but en avantage numérique. Et ils en ont rajouté un autre là, quelques minutes plus tard. C'était 2-0. Il n'y avait même pas 10 minutes de jouer. Les 2 buts de Jenna McParlin. Ensuite, on a senti que Markham avait repris confiance et ils ont terminé le match avec 4-7 sur l'avantage numérique. Il y a quand même 7 pénalités du côté des Canadiennes, beaucoup trop d'indiscipline. Ben, une intensité mal gérée, ça provoque des choses Ça comme peut provoquer des ce genre de choses-là. antidépresseurs ou des choses Ça, comme ça. En ouais, Gatorade. c'est ça. Puis du côté du Dans des impôts quand même, hein? Oui. Exact. Et du côté du Thunder, ben, on a réussi à neutraliser les 4 avantages numériques. Le match est fini 4-3, mais ça indique vraiment pas l'allure du match. Les Canadiens ont inscrit 2 buts dans les 2 dernières minutes là, de la 3e. Donc, Ouais. ça a été 4-1, là, une bonne partie du match.
Ensuite, dimanche, comme on dit, les grandes équipes rebondissent après une contre-performance. Oui. On a compris l'importance de la rencontre. Les joueurs se sont concentrés à revenir au style de jeu qu'ils avaient joué vendredi. Mm-hmm. On est resté disciplinés. On a écopé que de 2 pénalités. On les a contrées. Et c'est ça a été 34 lancés sur la gardienne Erica Howe. Ouais. Mélodie Daou a ouvert la marque au milieu de la première. Puis, dès le retour là, en deuxième, on a enfilé 3 buts dans les 4 premières minutes de la deuxième. C'était fini. C'était 4-0. Au milieu de la période, Tracy-Anne Lavigne a marqué un but là, de tout un lancé dans la partie supérieure là, du cercle des mises en jeu. Là, un vrai top corner. Ouais. 5-0, c'était fini. Les Canadiennes s'en vont à la Coupe Clarkson. Excellent. C'est une petite revanche que l'année passée, le Thunder avait éliminé les Canadiennes en 2 matchs. Alors, c'est ça, j'ai présenté. J'imagine que tu vas nous dire contre qui ils vont aller. Contre qui ils vont aller. Oui, mais je me garde ça pour la fin. OK, c'est bien. Je me garde ça pour la fin. Oui. Parce que tu on a pas t'oublies, là. Non, j'oublierai pas. Si je peux me rendre jusqu'à la fin de mes notes, je l'oublierai pas. En fait, là, on a parlé des résultats des matchs, mais moi, ce que je voulais parler, c'était un peu quelques faits qui m'ont un peu accroché mon attention. Ouais. Et entre autres, dès pour le match de vendredi, une petite anecdote qui aurait pu mal se terminer. Il y a une des joueuses des Canadiennes qui s'est fait voler son troc. fait voler son troc. Après la dernière pratique de l'équipe, mercredi soir, il y a 5 joueuses qui ont décidé de laisser les patins et les lames parce que elle, ça faisait pour son horaire, c'était plus évident de passer là, à un endroit pour aller les faire affûter, faire préparer les patins et tout. Mais vendredi matin, il s'est fait voler son. Moi, j'ai même pas lu ça dans le sac de chips du Journal de Montréal. J'aurais aimé ça avoir ça, cette histoire-là. Oui. Elle s'est fait voler son Jeep. Elle s'est fait voler son Jeep. Ben, c'est ça. Pas le fait, c'est pas de se faire voler son Jeep, c'est qu'elle avait les patins de 5 de ses coéquipières. Non, mais en fait, le problème, c'est que les filles doivent aller aiguiser leurs patins elles-mêmes. Je veux dire, ça, c'est une autre affaire. Il y a ça aussi. On s'en va chez Sport Expert, t'amènes 5 paires, t'en as une gratuite. Ouais. Rendu là, j'avoue que c'est pas fourni. Mais ça reste ça. C'est un peu le défaut de cette ligue-là. Oui. Non. Mais c'est comme. Puis aussi, comme on disait tantôt, il y avait beaucoup de médias. Hein? Il y avait beaucoup de médias. Il y a beaucoup de pubs. Puis, tu sais, l'équipe aussi se promène, joue des matchs à Brossard, joue des matchs à l'Arena Michel Normandin, à la Place Belle et tout. Puis bon, faut être motivé. Hein, faut être motivé. Ce qui reste, là, finalement. Exact. Donc, ce qui devait être routinier, c'est transformé en un cauchemar parce que là, il y avait 6 joueuses qu'il fallait qu'ils se trouvent des patins à quelques heures du match. J'espère qu'ils n'ont pas loué ça à la patinoire du Vieux-Port, parce que je te dis que c'est ça. C'est la bottine. C'est quand tu te retrouves avec t'as plus ta pièce d'équipement la plus importante, t'as un problème. C'est pas le jackstrap? On passe en musique. On passe en musique. En fait, on va écouter. On passe en musique. on va écouter Caroline Ouellette qui nous parle de la situation des. Excellent. Nothing can come easy. Hein? Je pouvais pas croire que ce qui est arrivé. Puis Eric Urtubise, qui est notre recruteur, qui travaille pour Sport Rousseau, qui a aidé les filles. Il y a des filles qui avaient une 2e paire de patins, donc ça l'a aidé. Mais il y a certaines filles qui ont dû aller au magasin, choisir une nouvelle paire, les faire mouler. Tout ça mis ensemble fait que c'était une autre distraction. Puis c'est une autre raison pourquoi je suis encore plus fière de la performance, c'est qu'on était calme, on était concentré. Ben c'est ça. Hein? En fait, il y a plusieurs choses dans ce extrait. Caroline Ouellette nous résume vraiment bien la situation, mais qu'est-ce qu'on a entendu encore une fois? Le Zamboni, hein? La Zamboni est passée. Ton idole. C'est lui que je veux en entrevue, moi. C'est immanquable. À chaque fois que t'es là, il sait, là, aller le déranger. Ouais, il nous passe ça. Pas de problème. Incroyable comme histoire, hein? C'est complètement fou, mais c'est ça, donc. Il y a la gardienne Emerald Smashmeyer qui a été une des victimes de ce vol. Ouais, c'est pas grave, un peu gros en bottine. Ben oui. Non, mais tu dis ça, mais en fait, tu sais, elle a pris ça, elle, un peu d'une manière zen, une réaction typique là, de ce qui est une bébite de gardien de but. C'est ça, on va l'écouter, elle nous explique ça très bien. Possibly, yes. I think it's kind of one of those things where you can't control it, and it's almost more fun that way. You're going out there, and things aren't perfect, so you're like, let's just play. And there's no thinking about it. It's just, I found my old skates, and they had a little dust on them, but made them work today.
Elle avait ses vieux patins. J'ai rien compris. C'est en anglais, ça? Oui, c'est en anglais. Elle est allée chercher ses anciens patins. Ben, elle a trouvé ses anciens patins. Il y avait un peu de poussière dessus. Puis bon, on va mettre ça. Puis on va avoir du fun. Puis on va jouer. Puis on fait un blanchissage. Tu sais. Voilà, rendu là, hein, c'est ça. C'est ça. Ketchup. Fait que c'est un peu ce qui s'est passé de ce côté-là. Mais en fait, ce que ça prouve, c'est que les filles, dans un moment important, se sont regroupées. Hilary Knight a joué un rôle vraiment important. Elle, qui est commanditée par Bauer, elle a appelé un représentant qui, lui, a réussi à trouver des patins qui avaient été utilisés comme démo, donc un petit peu cassés. C'est mieux. Puis on a organisé en catastrophe justement une séance de moulage de patins sur l'heure du souper grâce à Éric Urtubise, là, qui est le recruteur qui travaille chez Sport Rousseau. Donc, on a fait tout ça un peu en catastrophe. On a joué le match, puis ben, évidemment, c'est le genre de truc qui peut rassembler aussi ses plats. Oui, exactement. c'est ça. Et alors... ben, c'est Winston Churchill qui disait « Never waste a good crisis ». Exactement. C'est la même chose. Ils sont servis pour se rassembler. C'est lui qui disait « Bring me some more ham ». Il y a ça aussi. Oui, ouais. C'est le même. Il a dit bien des affaires. Il a dit bien. Ben, c'est ça, oui. Non, mais honnêtement, c'est comme tu as dit, ça s'est bien servi pour eux. C'est ça, exactement. Il y a aussi une autre chose, c'est intéressant, c'est Catherine Daou, tantôt, je disais qu'elle a marqué un but là, lors du premier match en avantage numérique. Elle, c'est une recrue, choix de 5e ronde au dernier repêchage. Elle jouait à l'Université du Minnesota à Duluth. Et puis... Pauvre vieux, là. On passe en musique. On passe en musique. C'était un petit peu louche. J'avais l'effet sonore loin parce que sinon c'était le temps pour... Pouette. Tambour, cymbale. Mais okay, en fait, c'est intéressant parce que là, on l'avait jumelé à Lauriane Rougeau pour affronter le premier trio de Markham, qui est quand même assez redoutable. Et Caroline Ouellette a eu que de bons mots là, par rapport à Catherine Daou, qui s'est constamment améliorée tout au long de la saison et qui a toujours relevé les défis qu'on lui lançait. Puis moi, je lui ai demandé comment ça se passe d'être sur la glace avec une Olympienne puis une défenseur d'expérience comme Lauriane Rougeau. Elle, c'est plus de jouer puis montrer l'exemple. Donc moi, c'est plus, je regarde qu'est-ce qu'elle fait, j'essaie de voir comment m'ajuster puis jouer un peu comme elle, dans le sens que elle sait c'est quoi jouer contre le premier trio d'une autre équipe à ce niveau-là. Donc, je prends exemple sur elle. Elle me supporte aussi dans toutes les choses que j'entreprends sur la glace. Mais avez-vous remarqué, oui, c'est intéressant ce qu'elle dit, puis elle travaille bien, mais au début, on a l'impression qu'il est en train de passer à la balayeuse à côté de nous autres. À chaque fois que tu es là, l'équipe Oscar débarque. Oui, c'est ça. L'équipe Oscar. Ouais. Une autre chose qui a marqué mon attention par rapport à cette série-là, c'est les blessures. Évidemment, aucune des deux équipes a voulu utiliser les blessures comme excuse, mais... Puis c'est correct comme ça. Mais du côté des Canadiennes, il manquait un très gros morceau. Marie-Philippe Poulain n'a pas joué les 3 matchs. Elle a blessé un genou lors du dernier match de la saison régulière. Dans l'entourage de l'équipe, on pense que la joueuse vedette va pouvoir être de retour là, pour le match de la Coupe Clarkson. Dans quel état? Ça, on ne sait pas, mais souhaitons qu'elle puisse se rétablir. Autre grosse perte aussi pour les Canadiennes, là, au milieu de la première période, vendredi soir, Erin Ambrose, une des meilleures défenseurs, surtout offensivement. Celle que j'ai déjà comparée à Eric Carlson en termes de style de jeu, a été victime d'une solide mise en échec par derrière le long de la bande. D'ailleurs, l'assaillante a eu 10 minutes là, pour mauvaise conduite. Elle est restée au banc pour le restant de la première période. On ne l'a jamais revue sur la glace. Caroline Ouellette nous disait après le match qu'elle semblait OK puis qu'elle allait être évaluée samedi pour vérifier si c'était le coup ou la tête. Finalement, elle n'a pas joué samedi ni dimanche. Mais je pense que il ne devait pas avoir trop de symptômes de commotion parce qu'elle était là aux 2 matchs. D'ailleurs, quand les périodes finissaient, elle était sur le bord de la glace à accueillir ses coéquipières, donner le bon vieux le fist pump, exactement. Donc, tu penses qu'elle va revenir pour la prochaine série? Ben, c'est sûr que si c'est une question de la tête et tout, les symptômes de commotion cérébrale, c'est dur à dire, mais... Peut-être, espérons-le pour les Canadiennes. C'est un gros morceau, surtout sur l'avantage numérique et pour la relance de l'attaque. Du côté de Markham, même chose aussi, on a perdu Laura Fortino, une excellente défenseur là, qui a participé aux Olympiques avec l'équipe canadienne. Elle, c'est 82 points en 96 matchs en carrière dans la Ligue canadienne de hockey féminin. Donc, pour une défenseur, c'est quand même pas pire pantoute. Oui. Et aussi, la championne compteuse là, en 2016-2017, Jess Jones, qui, elle, compte 100 points en 120 matchs, a aussi raté la série. Donc, de chaque côté, on avait là, des joueuses importantes là, qui manquaient à l'appel. D'ailleurs, de ce côté-là, la semaine passée, je vous avais parlé là, des 5 faits marquants, puis je disais qu'Anne-Sophie Betté et Marie-Philippe Poulin avaient sonné la charge. Exact.
Ben là, maintenant, je vais me permettre un petit éditorial, chose que je ne fais vraiment pas souvent. On passe en musique. On passe en musique, ouais, tu vas me couper le micro. En fait, ça fait 1 an que Hilary Knight est à Montréal. Ouais. Et jusqu'à maintenant, j'avais jamais été vraiment impressionné par ses performances. Elle semblait chercher, avait de la difficulté à trouver sa place. On sait que c'est une joueuse de vraiment de grand talent, ça se voit. Là. Un excellent coup de patin, un lancer incroyable, une belle vision du jeu. À 5 pieds 11, elle est vraiment plus grande que la moyenne des joueuses aussi. Cette saison, ça a été seulement 17 points en 23 matchs. C'était le 24e rang des pointeuses. Donc, c'est qui fait le pas, là? Je le sais pas. Mais cette fin de semaine, quand on dit, ça a débloqué, comme on dit. Un peu. Puis moi, ça m'a fait penser quand j'ai vu Marie-Philippe Poulin, l'ombre de Marie-Philippe Poulin qui était... Ouais. Ben, tu sais, des fois, quand t'es deuxième... Ben, c'est ça. Puis et c'est exactement là que je m'en allais. Excuse-moi, je te brûle les punch. Non, ben, t'as pas brûlé le punch. Tu l'as amené d'une belle façon. Amené à mon punch. Quand j'ai regardé ça, ça m'a fait penser à Malkin qui brille quand Crosby n'est pas là. Exactement. Tu sais, plusieurs fois, on a vu le Russe se lever dans les moments importants aussi. À un moment donné, en série, il avait connu des séries incroyables. Il avait été nommé au Conn Smythe. Ben, c'est ce que Hilary Knight a fait en fin de semaine. Ça a été 4 buts, 4 passes, 8 points en 3 matchs. Dimanche, match important, 1 but, 2 passes. Puis elle a vraiment contrôlé le jeu. Donc, c'est ça. Elle a démontré l'étendue de son talent. Puis on a vu là, la vraie Hilary Knight. Et bon, ben, c'est quoi? Quand on a payé des millions pour, là. Millions? Ben, des cartes cadeaux, je pense. Cartes cadeaux, c'est ça. Une affaire la même. Fait que non, on va pas parler d'argent. Non, de ce côté-là, c'est pas la valse des millions qu'il y a eu dans la NFL. On a parlé un petit peu dans la NFL. Ouais, c'est ça. Ou au baseball aussi, récemment. Aussi, oui. Bref, le nouveau premier trio là, des Canadiennes là, qui est pour l'occasion là, avec Mélodie Daou, Jill Saunier aussi, la nouvelle acquisition des Canadiennes a été tout feu, tout flamme. Ils ont vraiment porté l'équipe en l'absence là, de Marie-Philippe Poulin puis Anne-Sophie Betté qui a connu une série un petit peu plus difficile. On l'a moins vu. Caroline Ouellette, elle et le groupe d'entraîneurs ont fait leur lit du côté des gardiennes de but. Ça a été Mashmeyer les 3 matchs. Blanchissage au premier, performance difficile le deuxième. On revient, blanchissage au troisième. Puis je tiens aussi à souligner une performance intéressante là, du côté des Markham. Ouais. Jenna McParlin. L'an passé, avait réussi un tour du chapeau dans la victoire de 4-1 qui éliminait les Canadiennes. Et puis, samedi, dans le match que Markham a gagné, encore une fois, un tour du chapeau. Ouais. Donc, elle a vraiment mené la charge. Et du côté de ce qui s'en vient pour les Canadiennes, ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Ben, l'autre série opposait, comme je le disais tantôt, le Furies de Toronto, qui s'était... qui dans le fond, qui s'est qualifié par la peau des fesses. Pour rentrer en série, c'est simplement qu'il y avait plus de victoires que l'équipe de la Chine, là, les Vanke Rays de Shenzhen. C'est ça qui a fait la différence. Les deux avaient 30 points. Surprenamment, que Toronto a gagné le premier match, puis finalement, Calgary est revenu et a remporté les deux autres. On se rappelle que Calgary est la meilleure équipe de la Ligue. Là. Exactement. Oui. Donc, la logique est respectée. Le 24 mars, à midi, au Coca-Cola Center de Toronto, les Canadiens de Montréal vont affronter l'Inferno de Calgary. Et le gagnant va remporter la Coupe Clarkson. C'est présenté à Sportsnet, donc c'est un média national qui va présenter le match. Puis est-ce que c'est une série ou c'est juste un match? C'est un match. Winner take all. Oui, exactement. Wow. C'est une 8e participation pour les Canadiennes. Ouais. Elles sont 4-7 pour le moment. Est-ce que ça sera 5-8? On leur souhaite. On leur souhaite. Ça a été une très belle saison. Et sur ce, je suis au bout de mes notes. On va à la parade, ça veut dire ça. Ouais, il va y avoir une parade, hein, quelque chose. Bon, peut-être un petit party dans un parking ou quelque chose comme ça. On passe maintenant au segment d'Olivier Daigneault qui va il va revenir sur ses anciennes amours. Je me rappelle plus, c'est quoi? Je pense que tu devais parler de boxe. C'est bien raison. Il y avait un thème, normalement, qui vient... Ben oui, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce thème-là. On s'en il me reste pas beaucoup de temps, Charlie. Oui, t'en reste. Il me reste 2 minutes et quart. Ben, c'est assez, hein? C'est en masse. En fin de semaine, gala de Eye of the Tiger Management qui présente 2 galas au casino. Le monde pense que tu vas t'acheter des billets pour les 2. Non, il y en a 2. Il y en a un samedi midi. On fait le ménage, on ramasse les billets vite, puis on refait ça le setup, puis on repart, on recommence à 7 heures. Mais des nappes propres. Ouais, ben j'imagine, il doit y avoir 2 sets où ils font du lavage. Ils ont le temps entre les deux. Au casino, c'est gros, là. Ils savent comment ça marche. Ah, ils en ont déjà vu d'autres. Oui. Fait qu'il y a, premièrement, Arslanbek Makhmoudov en finale pour le gala du midi. Le gala, qui est toujours difficile à dire après 2 Baldwin. Je l'ai pas bien dit. Non, tu l'as dit. Ben moi, je t'ai fait. Ben oui. Qui affronte le grassouillet Avery Gibson qui va
probablement se faire décalisser en un round. Là, en tout cas, on le souhaite pas, mais c'est sûrement ça qui va arriver. Ça va sûrement se ressembler à ça, Charles. Oui. Artem Agonassian aussi qui se bat. Il y a Kim Clavel. Tu vois, j'ai plus de misère avec Kim Clavel. Kim Clavel, imagine-toi, hein, c'est... Non. C'est un virlangue assez difficile. Ouais, effectivement. Ça, c'est le premier. Lexicile Mathieu, qui est son deuxième combat chez les pros, qui se bat aussi dans l'après-midi. François Pratt, puis Sébastien Roy, qui affrontent une ribambelle d'Argentins puis de Mexicains. Non, tu veux que je t'ai nomme, Jay-Z? Non, c'est correct. Tu nous en reparleras si ça vaut la peine. Tu nous en reparles la semaine prochaine. C'est ça. C'est le genre de gala où on monte notre relève, on est en train de leur apprendre à se comporter dans un gala. Et voilà. Comment faire? Comment faire, paf, 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 puis pas trop de faire... Pif, paf, pouf. C'est ça. Faut que ça soit crédible quand même, hein? Oui, un peu. On essaye toujours. Oui, un petit peu. En soirée, Batir, Jacob Bayev, un retour pour Batir qui fait un petit bout qu'on l'a pas vu, il est assez tranquille. Il y a eu des démêlés avec. On savait qu'il était entraîné par Stéphane Larouche. Il y a eu des petites frictions et des petites affaires. Parce que là, tout ça pour dire. C'est un petit peu obscur, c'est ça. Ouais, j'étais pas tout à fait. Il affronte Carlos Jiménez, un Mexicain, imagine-toi donc, toi. Pas encore. Claro que si. Ouais. Un autre. Ils ont tunnalisé un avion pour tous les avions? Je pense que oui. Il y en a. Argentin, Mexique, c'est pas mal. Mais ça, c'est des travailleurs de champ qui ont recruté pour venir se faire péter la gueule un peu. C'est ça. Tu sais, entre deux chauffeurs de cocombe. Ah ouais. Il y a un autre faire péter 3-4 dents. Ben oui. Et voilà. Ghislain Madouma aussi qui se bat en demi-finale du grand combat de fin de soirée qui va être Simon King qui revient sur le ring après sa dégelée contre Dylan Carmen. Ouais. Qui lui-même s'est fait dégeler. C'est la face il y a quelques semaines de ça. Une dégelée dont vous êtes le héros, là. C'est Simon King qui affronte Rogelio Romarossi, un Argentin avec 13 KO en 27 combats. Je mettrais pas mes réels là-dessus. On appelle ça un combat louche. de. Ben, tu peux y mettre du côté de King, je pense. Je pense que oui, on sait jamais. Oui, non, la cote doit pas être super forte, mais. On appelle ça un combat de remise en forme. Ça, c'est le genre d'affaires qui là, je te pose. Y crois-tu à King? Je veux dire, c'est... Ben, tu sais, on va le voir vraiment ce qui se passe avec lui dans les 2-3 prochains combats. Là. Celui en fin de semaine est plus ou moins pertinent, là, on s'entend. S'il réaffronte Dylan Carmen ou s'il affronte quelqu'un de calibre, après ça, on va pouvoir vraiment mesurer où ce qu'il peut aller. Ouais. Mais, tu sais, je l'ai déjà mentionné, là. Monter dans cette catégorie-là, ça veut dire aller affronter Deontay Wilder puis Anthony Joshua, puis non. Puis la façon que Wilder a massacré la mascotte là, l'année passée. Il n'y a pas de suite, là. C'est pas de la même, c'est pas du même calibre. Là. Ouais, mais je pense pas qu'il peut atteindre le plus haut niveau mondial. Il peut atteindre un haut niveau canadien, puis se contenter d'une 15e place là, dans les classements mondiaux. Mais monter plus haut que ça, puis espérer une chance au titre. Honnêtement, je fais une grimace là. C'était pour ceux qui écoutent. C'était une grimace. Je crois pas que ça peut. Un pur talent en boxe, je pense pas que c'est. Fait que c'est ça qui se passe. Puis la semaine prochaine, ben Marie-Ève Dicker qui défend son titre pour la première fois. Là aussi, l'autre organisation, là, ceux qui nous rappellent jamais. Là, ouais, ben qu'on nommera pas. Là. On va laisser ça à Laurent. Ouais, Laurent, il y a des contacts là. Il devrait nous en parler la semaine prochaine s'il vient faire son tour. Oui, ouais, mais il est pas trop gêné, c'est plus ça que je voulais dire. C'est vrai. On va se mettre à deux, on va être plus brave à deux. Ben Marie-Ève qui se bat la semaine prochaine. Fait que elle aussi à midi. Oui. Fait qu'on se lève de bonne heure le samedi, on va à la boxe, puis après ça, on finit ça au Maï Champlain, je sais pas là. Quelque chose de fun. Tantôt tu parlais, tu sais, des Canadiennes qui ont pas beaucoup de couverture médiatique, mais Marie-Ève Dicker aussi, c'est un peu. Ben elle en a plus. Ça commence, mais. Ben honnêtement, pour ce qu'elle a à offrir, encore une fois, tu sais, là, j'ai plein de respect pour elle, là. Ouais. Mais elle se bat contre qui, là? Je n'avais déjà parlé à un moment donné, le bassin de compétition qu'il y a en boxe féminine. C'est pas. Tu sais, je veux pas diminuer son exploit de devenir championne du monde. Ça reste que c'est pas le même niveau que devenir champion du monde des poids lourds, comme j'expliquais là, il y a quelques instants. Là. On parle pas du même. C'est sûr, mais tu sais, comme hockey féminin puis boxe féminine, un peu le même combat, tu sais, c'est. Ben, c'est des sports qui sont émergents, c'est des choses qu'on entendait moins vraiment parler avant, puis là, on commence. Déjà, qu'on en parle nous autres, tous ensemble, une gang de gars, puis qu'on jase là-dessus. C'est sûr que ça aide d'avoir de la bière aussi. Oui. Une organisation qui a fait beaucoup aussi pour le sport féminin, puis il faut leur rendre crédit, c'est le UFC, qui ont fait des main events, qui ont fait des main events, entre autres avec Ronda Rousey et compagnie. Là, donc, ça ouvre bien les portes, effectivement.
Et là, j'imagine que tu vas être beau de ce que tu vas me dire. Il n'y a plus de notes, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus rien. Et voilà, ferme. Oui, on est déjà à la fin de cet autre merveilleux épisode des Chevaliers de la première ronde. De ça tout le temps. Donc, on va avoir un merveilleux thème de fin. Donc, merci d'encourager ce podcast en partageant massivement. Allez liker la page de la première ronde sur le champ. Maintenant. Oui, allez-y. Là. Merci, on vient de le voir monter, c'est très gentil. La nouvelle phrase 24 heures sur 24, including et tout, un code d'éthique qui n'est pas à négliger. Jamais. Non, écoutez ce podcast, placez vos neurones à off, oubliez vos problèmes de la vie. Quel problème? Il n'y a pas de problème. Ben, il y a les grands lacs qui débordent jusque sur notre trottoir. Oui, il y a ça, par exemple, les pieds tout ça. Ça m'a pris un canot au moins pour m'emmener. Et où, mamie? Elle est partie faire de la plongée sous-marine en avant de la maison. Ben oui. Bon. Découvrir les variétés marines. C'est ça. Merci à Olivier Baillargeon d'être venu en studio dans le boudoir. C'était juste pour la baie, oui, mais tout le plaisir. Il y avait quand même un certain agrément. Un plaisir. Mais je dois dire que la bière était très bonne aussi. Donc, l'adresse maintenant, Olivier, tu peux passer quand tu veux. Et voilà, t'es bien. Merci pour ces commentaires très pertinents sur la NFL. Oui, anytime. C'était très pertinent, très instructif. Merci à Vincent Filteau qui était au téléphone au début d'épisode. Et merci à mes deux co-animateurs, Charles Bumel-Assière et Olivier Daigneault. Allô. Tout le plaisir était pour toi. Comme d'habitude, oui. Merci à nos 94 auditeurs. On va en nommer quelques-uns. Je pense qu'on va faire du name dropping. Olivier est prêt. On ne vous stockera pas, mais on y va. J'ai Beth Frey. Oui, merci. Phyllis Yoder. Ouais, ça fait un peu bot. Sarah Bean. Ouais, Crystal Abramson. C'est toutes des belles femmes décolletées. Ça fait un peu bot. Est-ce qu'ils t'ont invité à regarder de la cyber webcam? Comme la semaine passée, on a eu la même affaire. On en a de plus en plus. Ça veut dire qu'on devient big. Ouais. Je peux nommer quand même, il y a Étienne Cook-Geoffroy qui est vraiment, lui, lui, là, c'est notre préféré. Parce qu'il est juste à côté de moi. Ouais, il y a ça aussi. Il est toujours bien sapé quand il vient ici, là, on aime ça. J'ai Danny Bisson aussi qui veut saluer Mario. C'est qui ça, Mario? Je sais pas. J'ai demandé tu veux saluer qui? Je m'attendais à ma mère, il m'a dit Mario. Mario. Salut Mario. Salut Mario. On a également, évidemment, à chaque semaine qui nous écoute, Ryan Reeves et Brittany Larson. Hi Brittany. Hi Brittany. Oui, qui est la Ice Girl des Golden Knights de Las Vegas. C'est quand même pas n'importe quoi. Je fais tout le temps des babayes dans le micro. Oui, ben là, on va le voir peut-être. Ben oui, on a du visuel maintenant. Et évidemment, n'oubliez pas d'écouter ce podcast avec une bonne tisane au crack!